Afrique, qui est diversifiée et qui coule du Maroc du Maghreb à l'Afrique du Sud. Donc, on a des Maghrébiens, on ne parle pas d'Afrique noire, essentiellement d'Afrique subsaharienne, mais on parle d'une Afrique intégrée sur toute son étendue, au fait. Et pour moi, c'est très important jusqu'à certaines tendances euh, essaient de séparer les Maghrébiens des Africains subsahariens. Et j'ai toujours combattu cela. Donc, c'est la première chose qui m'a beaucoup plu. La deuxième chose, c'est la diversité en genre. C'est vrai qu'en Afrique, on a toujours dit que c'était une culture de mâle dominant, mais on a des femmes parmi nous qui se sont présentées, qui sont des femmes leaders. C'est la deuxième chose qui m'a plu. Et en fait, la troisième chose qui m'a plu et que je dis, je retrouve cette Afrique dont je rêve, c'est qu'on a des gens de différentes régions. Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire, je reviendrai sur ça. Et on a des gens de la Côte d'Ivoire, du Congo et d'ailleurs. Et c'est l'Afrique sans tabou où on est simplement africain, c'est tout. Merci pour cette opportunité que vous me donniez d'être le 85e. Ça me faisait sourire quand il m'a dit que c'est le 85e parce que aux États-Unis, les présidents généralement sont désignés par le numéro de mandat. Donc, on a 45, on a 46, on a le 50e. Donc, ça me faisait penser à ça. Donc, on dit le 85. Donc, tu avances, OK. Euh, et le thème, au fait, qui m'a été proposé, c'est un peu de ce que, comme l'a dit en introduction le modérateur, qu'est-ce que nous apportons en termes de game changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter rapidement et puis après, je vais présenter à peu près les sept outils que la FAFED utilise justement pour être un game changer. Pour me présenter rapidement, je suis donc Samuel Maté. Je suis, comme je le dis, un Ouest africain dans le sens que ma grand-mère est du Nigeria, mon grand-père est de la Sierra Leone, mon père est du Ghana, ma mère est du Togo, et je me suis retrouvé grandir en Côte d'Ivoire avec une nationalité ivoirienne. Donc, et quand on me demande, je dis je suis Ouest africain. OK? Parce que tous ces tendances bouillonnent en moi, que ce soit le Togo, le Ghana, le Nigeria. Ma grand-mère est de la tribu des Yoruba, et puis que ce soit de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et éventuellement du Ghana. Donc, j'ai fait mes études entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, et puis j'ai démarré quelques entreprises en Côte d'Ivoire où j'ai vécu essentiellement la grande partie de ma vie. Et puis après, je suis parti aux États-Unis. Aux États-Unis, j'avais cette soif d'avoir des diplômes. J'avais cette soif d'avoir des diplômes. Donc, aux États-Unis, j'ai fait un doctorat d'État américain en économie, un PhD en économie. J'ai fait un MBA à l'université de Ohio State University qui était en ce temps classé numéro 14 et un diplôme de comptabilité également. Et après, j'ai travaillé aux Nations Unies pendant un temps, j'ai enseigné. Et puis après, je suis parti en France. En France, je suis resté pendant 5 ans où j'ai enseigné à l'Université de Lorraine. J'étais basé à Metz et à Nancy. Et puis après, je suis parti sur Paris où j'ai été recruté par un cabinet qui a été monté par un ami qui avait fait Harvard et Wharton, Amadou Sanakwan. Donc, j'ai travaillé à la défense dans ce cabinet de stratégie. Et puis après, je suis revenu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec le patronat ivoirien où j'avais joué un peu le rôle du numéro 2 avec mon ami Lakou Ouattara qui était le DG du patronat ivoirien en ce temps. Et puis après, je suis rentré dans le gouvernement ivoirien en tant que conseiller technique au titre du ministère de l'entrepreneuriat, un ministère qui malheureusement a été après dissous. Donc, j'ai travaillé dans le gouvernement en tant que conseiller technique. Et puis après, j'ai donné ma démission. Et après avoir donné ma démission, j'ai lancé un cabinet de stratégie et de promotion et de stratégie
et de promotion du leadership africain. Et j'ai lancé également la FAFED comme une fondation, une ONG pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et nous travaillons avec ça pour le moment. J'ai 4 enfants, je suis divorcé, j'ai 4 enfants, 2 enfants américains et puis 2 enfants canadiens. Donc, je comprends un peu très bien la diaspora parce que moi-même, je me sens diaspora à tout moment. Je passe peut-être 50% de mon temps à Abidjan, environ 30% de mon temps aux États-Unis, entre New York et Washington, et 20% à Paris. Je donne des cours à HEC Paris. Donc, ce qui fait qu'avec mes enfants aujourd'hui qui vivent au Canada, euh, je me rends compte un peu des challenges, des défis d'être dans la diaspora. C'est vrai que moi, je circule, mais eux, hier, j'étais encore au téléphone avec mon fils, il a 21 ans. Les jours impairs, il veut aller en Chine, passer 3 ans dans un temple tibétain. Les jours pairs, il veut rentrer dans les Marines américaines. Donc, je comprends cette soif et cette demande d'orientation de la diaspora. Ce qui m'a amené un peu, moi, personnellement, pour terminer, à revenir en Afrique, à passer 50% de mon temps en Afrique, c'est une petite histoire que je partage rapidement avec vous avant d'aborder le deuxième point sur le thème, la thématique. Au fait, je n'avais jamais prévu, au fait, revenir en Afrique. Quand j'ai fini aux États-Unis mes études, après, quand j'ai été euh, en France, dans la région Lorraine, pour enseigner en tant que prof. Sur 200 profs, j'étais pratiquement le seul noir, OK? J'étais pratiquement le seul noir recruté comme américain. Et après, je me suis dit, bon, je vais retourner aux États-Unis, je vais m'installer là-bas. Et en ce temps encore, j'étais encore marié. Et je vais essayer, parce que j'ai des amis qui enseignaient à Harvard, je vais essayer de faire un tour à Harvard et de devenir professeur africain à Harvard, etc., etc. C'était ça mon projet. Et puis, ce projet a été bouleversé parce que je suis revenu en vacances à Abidjan, au pays. Et quand je suis revenu en vacances, j'ai été braqué, comme on le dit en Côte d'Ivoire. J'ai été braqué, c'est-à-dire que j'ai été attaqué par des bandits au détour d'une soirée où des jeunes m'ont braqué, ils m'ont tout pris. Et ça a changé ma vie, au fait. Parce que entre la peur et tout, etc., par la grâce de Dieu, j'ai gardé mon calme. Et ils étaient armés, ils étaient armés, ils avaient des armes et ils m'ont tout pris. Et ce qui a changé ma vie, c'est que celui qui les dirigeait, il parlait un très bon français, au fait. Et j'ai eu le courage et je lui ai dit, mais toi, tu as quel niveau? Parce que moi, je suis professeur, j'enseigne. Parce que tu parles un bon français. Et puis il me dit, et puis il a changé un peu de son français, au fait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a le français, un peu le français créole, le français de la rue aussi. Il m'a dit vieux père, ce qui veut dire mon grand, en fait. Il m'a dit vieux père, tu sais, j'ai 2 masters. Je lui ai dit quoi? Tu as 2 masters et tu es bandit? Il me dit oui, tu veux que je fasse quoi? J'ai 2 masters, mais ça fait 18 mois que j'ai terminé. Il y a fouet, il n'y a rien, même pas un petit stage. Et puis, depuis 6 mois, ma copine est enceinte. Tu veux que je fasse quoi? Ouais, donc, pour ramener un peu au français facile, en fait, il me disait, écoute, j'ai 2 masters, ça fait 18 mois que j'ai terminé mes études, même pas un stage je n'ai obtenu, et ça fait 6 mois que ma copine est enceinte. Tu veux que je fasse quoi? Donc, en fait, j'ai eu de la sympathie pour lui, même si je n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait. J'ai eu de la sympathie pour lui, et cet instant a bouleversé ma vie, a changé complètement mes plans. Quand je suis rentré, je me suis dit, mais patate, on a un souci là. On a un souci. On a un réel problème en Afrique. Si je retourne en France, je suis payé, j'étais payé à près de 6 000 ou 8 000 euros par mois avec tout ce que je faisais. Euh, J'avais tout ce que je voulais. Et je retourne aux États-Unis, pareil, avec mon niveau et tout ça, etc. Je serai
dans les 15 000 euros par mois. Et puis je me dis, je suis assis là-bas, et puis qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et si c'est ça qui se passe en Afrique, et que c'est comme si je faisais un peu la tête de l'autruche, et mon continent allait dans le caniveau, en fait. Et mes amis qui étaient politiciens, etc., je voyais bien le, la différence entre le discours et puis ce qui se passait sur le terrain. Et il y a cette image qui m'a frappé, qui était l'image, une fois, un de mes maîtres aux États-Unis me dit, Samuel, l'important, ce n'est pas la masse qui font la différence. L'important, c'est de faire et de mettre son étincelle pour être de ceux qui font la différence. Donc, ne regarde jamais le nombre ou l'impact des différences, mais regarde la différence que toi, tu peux faire. Et cette image, et ce rappel m'a frappé. Et donc, je me suis dit, bon, à quoi sert-il que j'aille aux États-Unis avec mon PhD en économie, mon MBA d'un Ivy League et tout, et mon expérience, que je gagne 15 000 $, 20 000 $ par mois, je suis bien installé, j'ai une grosse maison, piscine. Et puis, le continent va dans le caniveau, en fait. Donc, ça a été un moment de déclic. Et je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça pour l'avenir, je ne peux pas faire ça pour mes enfants, je ne peux pas faire ça pour la génération. Donc, c'est à ce moment que j'ai décidé, je ne vais plus. Et j'ai abandonné mon projet d'aller aux États-Unis, m'installer, finir ma vie, mais plutôt de revenir en Afrique et de voir qu'est-ce que l'étincelle que je vais apporter peut changer. Si ça change, même 2 Africains, je me dis tant mieux, quoi. Donc, quand on est revenu, bien sûr, il y a eu tous les problèmes qu'on peut imaginer. Ce n'est pas l'objet de trucs, ça sera peut-être une autre session ou ailleurs, mais ça n'a pas été facile et ça ne continue pas d'être facile. Allô? Ça va? Oui, oui, c'est bon. Je gère le OK. office. OK, d'accord. Merci. Donc, en fait, pour revenir à la FAFET, quelle est la thématique, ce que nous avons fait, et pour moi, quand je suis revenu, je m'étais dit, quand je suis parti, vous allez voir que j'ai eu trois essais, au fait. Le premier essai que j'ai fait, c'était de travailler avec le patronat. Et il s'est fait que la personne qui était le directeur général du patronat ivoirien, un peu le patronat ivoirien, c'est un peu comme le MEDEF français, donc il gérait tout ce qu'il y avait comme entreprise du secteur, le secteur privé en termes de problématiques et tout, etc. C'était un ami d'enfance, Ouattara Lakoum, et donc c'était, en ce temps, le patronat était extrêmement puissant, quoi, est-ce que vous voyez. Et donc, quand je suis revenu, je lui ai parlé, et tout, etc. Il m'a dit, bon, Samuel, écoute, moi j'ai besoin d'un adjoint, de quelqu'un à mes côtés, je veux que tu sois cette personne. Donc, j'ai accepté, on a travaillé, mais je me suis rendu compte qu'au fait que notre impact, même au-delà de la puissance du patronat, était limité au fait. Et que ce pourquoi je suis revenu, c'était d'apporter une étincelle pour changer, apporter un petit changement, parce que ça serait prétentieux de ma part de dire que je vais changer l'Afrique, ça serait prétentieux, mais d'apporter au moins ma petite étincelle pour enclencher un changement dans certaines personnes, même des jeunes, je ne me retrouvais pas en fait. Parce qu'on passait notre temps dans des réunions, c'était plutôt macro. Ah oui, il y a telle taxe qu'on a imposée, il faut faire une note technique pour démontrer que la taxe n'est pas bonne pour les entreprises ivoiriennes et qu'il faut faire ceci. Et l'impact était limité pour moi parce que c'était la Côte d'Ivoire et je travaillais que sur la Côte d'Ivoire. Donc, après, et l'État était toujours puissant. Donc, c'est un peu pour ça que je suis parti et je suis rentré dans le gouvernement parce que je me dis, bon, peut-être dans le gouvernement, j'aurai un peu plus d'impact. Mais là-bas encore, je me suis rendu compte que tu ne peux pas avoir d'impact parce que le gouvernement, c'est tout un système et que tu dépends de ton ministre et que tu ne peux pas avancer. Et c'est cela qui m'a amené à me dire, bon, on va mettre en place la FAFED, dont nous allons maintenant parler, qui a été la mise en place d'une ONG. On parle de fondation, mais c'est une ONG, c'est une association, parce que selon la loi ivoirienne, association égale ONG égale fondation. Donc, c'est le même texte réglementaire qui régit tout cela.
Donc, on a mis en place l'ONG. Je vais vous montrer rapidement, partager un peu ce que nous faisons. Je vais vous montrer rapidement. Je vais voir si… C'est bon, hein, tu peux partager, j'ai mis les droits. OK, OK, d'accord. Voici ce que je veux partager. Je ne sais pas si vous voyez. Pas encore. Vous ne voyez pas? Non. OK, d'accord. J'ouvre sur le deuxième aussi, c'est ça, hein? Ah ouais, D'accord, c'est bon, j'ai ouvert sur les deux, c'est bon. OK. Donc, c'est un peu ce que je veux partager avec vous. OK. Et voici un peu les choses que nous faisons. OK. Et ici, par exemple, un instant, je vais passer en mode, j'espère que ça va aller. OK. Donc, ça, c'est des choses que nous avons commencé à faire. Et c'est là, euh, euh, et c'est là j'ai commencé vraiment à me réaliser au fait, au travers de la facette, pour vous montrer un peu. Et ça, par exemple, c'est des femmes. On a un projet aujourd'hui de former 100 000 femmes. Quand j'ai lancé ce projet de former 100 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire, les gens m'ont traité de fou. On m'a dit, mais tu ne parles pas de 100 femmes. Nous, on n'a jamais entendu que quelqu'un veut former 100 000 femmes. Je dis, mais écoutez, d'ici quelques années, l'Afrique sera à 2,5 milliards d'habitants. Et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui autour de 25 à 28 millions d'habitants. Comment est-ce qu'on peut parler de former 100 personnes? Je trouve ça ridicule. Parce que si aujourd'hui, on nous parle de 8 millions à 9 millions de jeunes sans emploi ou en recherche ou en sous-emploi en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on peut avoir 8 millions et être en train de dire il faut d'abord former 100 personnes? Que même les 100 000, c'est petit. Donc, ça, c'est un peu ce que nous avons fait. Ça, on a des femmes qu'on a formées sur le projet 100 000 qu'on est en train de faire. On va jusque dans les villages, OK? On va jusque dans les villages. Bon, je montre un peu rapidement. Et on est là, c'est au Tchad. On est dans une quinzaine de pays. Aujourd'hui, la FAFED est dans une quinzaine de pays. On a traduit tous nos supports en arabe. Aujourd'hui, on est en Mauritanie, on est au Tchad, etc. Là, ce sont des femmes et des jeunes qui ont pu, au travers de notre approche zéro dette, ont pu commencer à démarrer sans financement. Et puis, bon, on a d'autres produits, je vais revenir dessus rapidement. Et ça, c'est des femmes qu'on a formées dans des villages, dans des zones rurales éloignées. Et je reviendrai dessus, etc. Ça, c'est des jeunes dans la ferme qui font du lapin, d'autres qui font du poulet, des volailles, autant pour moi, et puis des femmes qui vendent au bord de la route, etc. On arrive à ce niveau de formation. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Je vais enlever peut-être le truc après. Il y a 7 éléments pour moi, il y a 7 instruments qui permettent à la FAFED de faire de l'entrepreneuriat, que ce soit de la diaspora et des Africains qui sont encore en Afrique, de faire en sorte qu'ils fassent de l'entrepreneuriat qui fasse la différence. Parce que l'objectif de la FAFED pour nous, ce n'est pas de faire de l'entrepreneuriat pour de l'entrepreneuriat. Ça ne m'intéresse pas et j'ai toujours combattu et je combattrai toujours ce message qui est de dire, si tu veux être entrepreneur, c'est que tu veux être riche, point final. Ça ne s'arrête pas à ça. Tu veux devenir un Elon Musk. Deuxième chose que je combats, c'est ceux qui disent que si tu veux être entrepreneur, que c'est parce que tu ne veux pas avoir de patron, tu n'aimes pas qu'on te rabâche les oreilles, tu veux être libre, etc. Pour moi, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Et enfin, troisième chose, l'entrepreneuriat se limite à accroître sa richesse. Et ça aussi, je le combats également. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est apporter un changement, c'est apporter une solution à des gens et c'est faire la différence dans la vie des gens. Et j'avais un de mes maîtres qui me disait que c'est quand tu n'as pas l'objectif d'argent que tu deviens riche, Samuel. Si ton objectif est de devenir riche, tu ne seras pas riche.
ou tu seras malheureux. Parce que plus tu auras de l'argent, plus tu vas regarder qu'il y a d'autres autour de toi qui ont plus d'argent et tu vas chercher à être plus riche qu'eux et tu seras malheureux parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche que toi. Ce que tu dois chercher, c'est de pouvoir, au travers de l'entrepreneuriat, apporter des solutions et apporter des changements dans la vie des gens. C'est là que tu seras heureux et tu seras entrepreneur. Donc, depuis là, je me suis toujours battu pour un entrepreneuriat qui ne se limite pas. Je ne dis pas que l'entrepreneur n'a pas une légitime ambition de devenir riche ou, comme j'aime le dire, confortable. Je n'aime plus utiliser le terme riche, mais plutôt le terme confortable. Donc, c'est une ambition légitime. Mais ce que je suis en train de dire, ça ne doit pas être le premier et l'ambition prioritaire. Ça peut être une deuxième priorité, une troisième priorité, mais la première priorité, c'est d'apporter une solution à des problèmes et améliorer la vie des gens. Donc, la première instrument que nous avons décidé sur les 7 pour que la FAFET change l'Afrique par l'entrepreneuriat, c'est par rapport à une étude que j'ai faite. Et cette étude revient à cet aspect de la masse dont j'ai parlé. Et cette étude, je me suis posé la question avec un ami, parce qu'à chaque fois que je faisais des conférences, les gens me disaient, mais docteur Maté, c'est bien beau ce que vous dites, mais vous savez très bien que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Si tout le monde devient entrepreneur, qui sera l'employé? Donc, cette question me revenait à chaque fois. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Et donc, alors, avec un ami chercheur, on s'est dit, mais quel est le taux normal ou optimal d'entrepreneur dans un pays? Donc, c'est la question qu'on s'est posée alors. Quel est le taux normal ou optimal d'entrepreneurs dans un pays alors? Si tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Et donc, quand on est parti dans les données, on s'est rendu compte que au niveau de l'Afrique, le taux d'entrepreneurs pour 1000 habitants tournait autour de 2 entrepreneurs pour 1000 habitants, 2 à 4 entrepreneurs pour 1000 habitants en Afrique, contrairement à des pays comme les États-Unis où tu pouvais te retrouver à 100, 150 entrepreneurs pour 1000 habitants dans le pays. Donc, le premier constat, c'est qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs en Afrique. Mais ceci est paradoxal. Ceci est paradoxal parce que quand on regarde le taux d'informel, c'est-à-dire les sociétés qui ne sont, ou les entreprises, ou les activités qui ne sont pas enregistrées officiellement auprès de l'autorité fiscale, auprès des impôts et tout, on vous dit que l'Afrique, quand on ajoute ce côté informel, la petite vendeuse d'Aloco, le petit vendeur d'eau glacée au bord de la route, etc., quand on ajoute ce taux d'informel, l'Afrique, parfois, pour certains érudits, dépasse même le taux d'entrepreneurs aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'il y a autant d'entrepreneurs en Afrique, mais ils sont plus dans l'informel. Donc, la question, or, quand tu es dans l'informel, tu ne peux pas vraiment prospérer. Tu ne peux pas vraiment prospérer. Donc, le premier problème qu'on a vu, c'est qu'il faut que l'Afrique arrive à avoir un taux d'entrepreneurs formel, et qui équivaut aux standards mondiaux. La deuxième chose, quand on a fait l'enquête, cette étude avec mon ami le professeur Siriki Koulibaly, quand on a fait cette enquête, on a demandé aux gens pourquoi vous ne devenez pas entrepreneur. Et les gens vous répondent, c'est à cause de l'accès au financement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison que les gens nous disent, ils disent que c'est à cause de l'accès au marché. Il dit, mais on sait comment ça se passe en Afrique, si tu n'es pas le cousin du ministre, si tu n'es pas le beau-frère du président, si tu n'es pas le petit frère du député, tu ne peux pas avoir de marché. Donc, ça ne sert à rien de créer une entreprise et puis les marchés sont déjà pipés, ils se les partagent entre eux, ce n'est pas la peine de devenir entrepreneur. La troisième raison que les gens ont évoquée pour ne pas devenir entrepreneur, du moins officiellement en Afrique, était la raison de dire que la raison fiscale. Ils disent oui, mais au-delà du fait qu'on n'a pas accès au financement, on n'a pas accès au marché, l'accès au marché n'est pas équitable, ils te disent, ah, les impôts. En Afrique, on sait comment ça se passe. Les impôts, ils viennent, même si tu es en règle, ils vont trouver un truc, et c'est la corruption. Celui qui ne paie pas ses impôts, mais va donner un bac-chiche derrière, lui, il n'a pas de problème. Alors que toi qui es à jour des impôts, parce que tu ne veux pas donner un pouvoir
à l'agent fiscal qui passe, il va trouver des problèmes à te créer et c'est ton entreprise qu'on va faire. Donc, devant ces résultats ou ces faits, on s'est posé la question de se dire, mais comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce problème? Parce qu'il est clair que, et tous les économistes sont unanimes là-dessus, un pays se développe par l'entrepreneuriat. Parce que c'est les entrepreneurs qui créent les entreprises. Et c'est les entreprises qui créent l'emploi et qui créent la richesse et qui créent l'investissement. Parce que quand on parle d'entrepreneurs, de chômage dans un pays, le chômage, c'est quoi? C'est des gens qui n'arrivent pas à travailler dans une entreprise. L'État ne peut pas recruter tout le monde. Et les grands pays, on le sait, que ce soit les États-Unis, les grands pays occidentaux, la France et tout, l'Allemagne et tout, la majorité des personnes sont employées par le secteur privé, par des individus qui se sont levés un jour, qui ont décidé de créer une entreprise et de recruter des gens. Donc, la problématique de pouvoir créer une entreprise et d'avoir un taux normal ou optimal d'entrepreneurs devient une problématique de développement. Donc, ce que nous avons fait, alors, c'est que nous nous sommes dit, comment est-ce qu'on attaque ces trois problèmes qui, d'après l'étude qu'on a faite, empêchent l'Afrique de pouvoir avoir un taux standard, un taux optimal d'entrepreneurs. L'accès au financement, l'équité au marché et le problème de la corruption. Et je pense que notre ami du Maghreb en avait parlé. Donc, pour l'accès au financement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit, nous avons regardé. Aujourd'hui, en Afrique, les gens sont pauvres. En Côte d'Ivoire, il y a encore 2 ans, on était à 54% de taux de pauvreté. C'est grave. Ça voudrait dire que sur 2 personnes que vous voyez dans la rue, une personne n'arrive pas à manger par jour. Une personne n'arrive pas à manger par jour. Et dans d'autres pays africains, on est à 60% de taux de pauvreté. Les gens sont pauvres. Et parfois, quand je suis à Washington, je discute avec les gens, je dis, mais vous là, vous n'avez aucune idée, vous ne connaissez rien du tout de ce qui se passe en Afrique. Vous êtes assis dans des bureaux, vous faites des politiques. Vous descendez dans le terrain, c'est vrai, mais quand vous descendez dans le terrain, vous logez dans de gros hôtels de luxe, vous rencontrez des ministres, on vous fait rouler dans des voitures de luxe avec le fréon, et vous pensez connaître l'Afrique? Allez dans les villages, allez dans les quartiers pauvres, où il y a la masse, pour voir ce qui se passe. Et donc, dans ce sens, l'accès, quand tu vas dans une banque, le taux de bancarisation en Afrique est de 14%. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand vous venez en Afrique, c'est 14% de la population qui a un compte bancaire. En France, aux États-Unis, on est à 90%, 95% de la population qui a un accès, qui a un compte bancaire et accès à des services financiers. En Afrique, sur 10 personnes, à peine une personne a accès à la banque et à des services financiers. Et sur ces 14 ou 13 à 14%, même pas 80% de cette masse a accès à du prêt. Parce que quand tu vas prendre le prêt, on va te dire, bon, qu'est-ce que tu as comme garantie? Est-ce que tu as des terres? Est-ce que tu as des ceci, etc. Mais on se retrouve après dans un méli-mélo, ça c'est un autre sujet. Donc, on se retrouve dans une situation comme ça, et moi, ayant démarré des entreprises en Afrique sans avoir eu recours à du financement bancaire ou externe, je me suis dit, mais ma première entreprise, je viens d'une famille modeste, comment est-ce que j'ai créé ma première entreprise? Une de mes entreprises qui a marché. J'étais au chômage, je n'avais pas d'argent, donc je ne pouvais pas et j'avais des idées, mais rien pour me financer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de regarder la télé et pendant que je regardais la télé, je vois le ministre de l'Éducation qui passe, qui dit, ah, comme d'habitude, on a promis de mettre des ordinateurs, de faire de l'enseignement d'informatique dans les écoles, mais bon, à cause des budgets, du manque de moyens, on ne peut pas le faire. Et voilà. Ensuite, juste après lui, est passé un vendeur de matériel informatique qui se plaignait
de ce qu'ils n'arrivaient pas à vendre leur matériel informatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais attends, celui-ci a besoin d'ordinateurs, mais dit qu'il n'a pas l'argent. Celui-ci dit qu'il a plein d'ordinateurs dans son magasin, mais personne ne vient acheter. Mais pourquoi ils ne se parlent pas? Donc, quand je me suis levé, j'ai fait une carte de visite et j'ai mis dessus Société informatique jeune, président, directeur général, Samuel Maté. Et je suis parti voir un ami qui dirigeait les écoles catholiques de mon quartier. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, j'ai créé une société, je sais que l'État a promis d'acheter, de mettre des ordinateurs dans les écoles pour informatiser, apprendre l'informatique, blablabla, mais qu'ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais moi, je vais te dire une chose, moi, j'ai mis en place une société, je vais résoudre votre problème, je vais envoyer des ordinateurs, je vais envoyer des gens pour former les étudiants et l'école ne débourse rien du tout. Il dit, Samuel, c'est quoi? C'est une blague ou quoi? Je dis, non, ce n'est pas une blague, je suis sérieux, voici ma carte. Tout ce que je vous demande, c'est de signer ce contrat qui me donne l'exclusivité de la formation informatique dans cette école, dans vos écoles. Il dit, d'accord, on a signé le contrat. Je suis parti alors voir justement cette société qui disait avoir plein d'ordinateurs qui n'arrivaient pas à vendre. Il dit, écoutez, vous avez plein d'ordinateurs dans votre magasin, vous n'arrivez pas à les vendre. Voici ce que moi je vous propose. Je vous propose d'acheter tous vos ordinateurs. Mais voici ce qu'on va faire. Au lieu de les acheter maintenant, je vais les louer pendant 6 mois. Et après 6 mois, je les achète. Mais je les loue pendant 6 mois, mais je vous paie fin du mois 60 jours. C'est-à-dire, j'ai à peu près 90 jours pour vous payer votre facture. Et après 6 mois, je vous achète les ordinateurs. Il m'a dit, d'accord. Il dit, on signe un contrat. On a signé un contrat comme quoi il me loue les ordinateurs, je lui paie 0 francs pendant 3 mois et je commence à payer à partir de 3 mois. Et dans 6 mois, je lui achète les ordinateurs. Après, je suis parti à l'école Pigier pour ne pas faire de la publicité. Et j'ai dit au directeur de l'école, je dis, bon, écoutez, vous avez des étudiants qui sortent, qui sont au chômage. Moi, je vous propose de prendre ces étudiants en stage et je les prends en stage, mais c'est un stage bénévole. Je ne vais pas les payer. Je prends les étudiants pour 6 mois de stage et puis je les renouvelle. Il dit, monsieur, si vous voulez même prendre 100 étudiants, 200 étudiants, on peut vous les fournir en stage bénévole. On veut juste qu'ils apprennent quelque chose. D'accord. Donc, je suis parti le mercredi. J'ai dit aux étudiants, bon, écoutez, vous me retrouvez dans telle école. Et j'ai dit aux gars de l'informatique, vous envoyez les ordinateurs à louer dans telle école. Et le mercredi plutôt, après-midi, il n'y a pas cours, ils se sont retrouvés. Les élèves, j'ai dit à l'école, les élèves ont payé 10 000 francs, ce qui fait à peu près 20 euros par élève. J'ai dit, vous payez 20 euros par élève par mois. Et puis, nous, on vient, on vous apprend à utiliser l'informatique, tout ça, etc. Et avec ce schéma simple de mise en contact, de mise en relation de ressources, où je n'ai pas dépensé un seul franc, je me suis retrouvé à la fin du mois à avoir pris plus de 1 million de francs CFA de bénéfices, ce qui vous fait à peu près 2 000 euros environ de bénéfices, sans avoir déboursé un seul franc. Et c'est à partir de là qu'est née vraiment pour moi l'idée de démarrer avec 0 dette, démarrer avec 0 franc. Parce que quand je me suis assis, je me suis dit, mais tiens, je ne suis pas parti dans une banque. Je ne suis pas parti aller faire la coubette à un tonton, à une tantine, à un oncle, à une tante pour dire « donne-moi l'argent pour que je commence un business ». Simplement par une mise en relation et l'audace, me voilà en train de compter des bénéfices en millions. Donc, c'est ainsi que j'ai développé ce concept. Et ce que nous avons fait, c'est que quand j'ai été professeur en France, j'ai structuré et j'ai porté un aspect scientifique à cela. Et donc, quand nous sommes revenus, on a commencé à parler de ces choses et on a développé plein d'autres concepts. On avait commencé par EZF, qu'on avait fait avec Bruno Bernard. Après, il y a eu des problèmes. Et puis après, on a développé d'autres concepts comme DZD, démarrer avec 0 dette, Africa 5.0, transformation. Donc, avec la FAFED, on a développé plein d'autres concepts en fonction des réalités du terrain que nous avons rencontrées et qui aujourd'hui, avec ces concepts, ça permet à de jeunes Africains de commencer à entreprendre sans nécessairement avoir eu un financement extérieur. Ça, c'est l'objectif. Donc,
En plus de cela, nous avons mis en place cet aspect de masse, qui est le premier élément, et nous nous sommes dit, il faut qu'on touche des masses, la masse. On ne peut pas faire de la formation pour 100 personnes, et on a mis en place un système de caravanes. Donc, on a décidé donc de faire des caravanes d'entrepreneuriat à travers l'Afrique, et depuis 2 ans, on a signé un contrat avec une organisation de la diaspora. On espère entrer également en partenariat avec l'African Game Changer et l'African Valley, où on a décidé d'amener aussi cette approche dans la diaspora. Donc, et ces caravanes, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a un taux, on est en train de le faire pour 100 000 femmes. Au Burkina, on est en train de le faire pour 200 000 jeunes au Burkina. Au Tchad, on a démarré une caravane de 50 000 jeunes, et de 50 000 femmes et de 55 000 jeunes. 50 000 femmes arabo-musulmans, parce que quand j'étais parti récemment au Tchad, je me suis rendu compte que une fois je passais et je me suis rendu compte que tous les jours, au Tchad, à N'Djamena, quand je passe, je vois plein d'enfants et de femmes assis au bord de la rue. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, non, ce sont des mendiants. Je dis, c'est pas possible. Ils sont trop nombreux. Et c'est vrai, on doit faire l'aumône, mais c'est trop nombreux. Je dis, mais quel est le problème réellement? On me dit, non, voici ce qui se passe. Les gars, ils se disent que le Coran, le livre saint, les autorise à pouvoir avoir 4 femmes. Donc, le gars prend 4 femmes. Après, il regarde son salaire est de 200 € par mois. Et il se rend compte après qu'avec 200 € par mois, il ne peut pas nourrir 4 femmes et puis 10 enfants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne 3 femmes, il garde une, et les 3 autres femmes qu'il abandonne, elles n'ont pas de ressources, elles ne reçoivent rien du tout de lui, et elles sont obligées d'aller mendier au bord de la route ou autour des mosquées, etc. Je dis non, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, c'est là, j'ai dit, bon, écoutez, on va monter un projet, et dans ce projet, on va former des femmes, parce que selon la règle musulmane, il faut en privilège, il faut des femmes pour former les femmes. Donc, on est en train de former des femmes formatrices, coachs, qui iront vers ces femmes pour les former à notre technique zéro dette et également, donc, et pouvoir leur enseigner également des valeurs et puis mettre les enfants plutôt à l'école et tout, etc. Et on a reçu l'accord des Nations Unies pour nous financer sur ce projet qu'on doit démarrer le mois prochain. Donc, on a des caravanes comme ça qu'on a dans les différents pays africains. Ça, c'est la première ça, c'est le premier outil et instrument utilisé par la FAFED, ces caravanes pour toucher les masses et on espère bientôt commencer dans la diaspora. Et deuxièmement, sur ce deuxième aspect, et ce que nous utilisons, c'est ce qu'on a appelé le 35-3. Okay? Le 35-3, c'est quoi? Le grand problème aujourd'hui en Afrique, c'est la fiscalité, les impôts. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été dans le gouvernement, mais je vous dis qu'il y a une certaine cupidité qu'on observe au niveau de certains pays africains, au niveau de certains leaders africains. Et nous avons toujours dénoncé cela. Imaginez que beaucoup de pays africains ont ce qu'on appelle l'IMF. L'IMF, c'est quoi? C'est l'impôt minimum forfaitaire qui décourage les gens sans l'entrepreneuriat en Afrique. L'impôt minimum forfaitaire, c'est un outil qui tue les entrepreneurs en Afrique. L'impôt minimum forfaitaire te dit quoi? Quand tu crées une entreprise dans certains pays africains et que tu vas enregistrer l'entreprise aux impôts, on te dit, monsieur, quel est votre... vous comptez faire combien de chiffre d'affaires par an? Tu dis, bon, je vais faire peut-être 1 million d'euros, 2 millions d'euros, etc. Et tu dois payer à l'avance sur ce montant, alors que tu n'as même pas encore signé le premier contrat. Et deuxièmement, si tu oses faire une perte, il y a un montant que tu dois payer au gouvernement pour avoir fait une perte. Ouais, c'est ce qu'on appelle en Afrique l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire. Je dis, mais comment est-ce que vous pouvez exiger de quelqu'un, d'un entrepreneur, de payer un niveau d'impôt parce qu'il aura fait une perte? Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Et en Côte d'Ivoire, l'impôt minimum forfaitaire, c'est 3 millions. 3 millions, ça fait à peu près 6 000 €. Donc, en Côte d'Ivoire, quand tu es entrepreneur et si tu oses faire une perte à la fin de l'année, tu paies 6 000 € à l'État d'office.
Et qu'est-ce que l'État dit? L'État dit non. Les entrepreneurs en Afrique, ils sont des tricheurs et que la plupart d'entre eux, ils donnent, ils ont une double comptabilité. Ils ont une double comptabilité et que souvent ceux qui déclarent des pertes, ils mentent et que c'est la fausse comptabilité. C'est pour ça qu'ils ont mis l'impôt minimum. Je dis arrêtez, arrêtez. S'il y a des entrepreneurs véreux qui ont une double comptabilité, c'est pas à cause de ça que ça va, c'est pas à cause de ça que vous allez, n'est-ce pas, punir ceux qui ont une comptabilité unique. C'est à défaut de l'État maintenant de mettre en place des systèmes pour détecter les entrepreneurs qui ont une double comptabilité pour déclarer des pertes et pas de punir tous ceux qui, de manière innocente, ont commencé la première année, la deuxième année. Et c'est clair, en économie, on te dit c'est normal les pertes sur les premières années d'une entreprise. Donc, on a demandé aux États africains de mettre en place ce que nous avons appelé le 35.3, l'initiative 35.3. L'initiative 35.3, c'est quoi? C'est simplement un système où on dit, vous, États africains, permettez que sur les 3 premières années de création d'une entreprise par un jeune Africain de 35 ans et moins, qu'il paie 0 impôt. Parce qu'on crée une entreprise pour devenir confortable. Encore une fois, je n'aime plus utiliser le terme riche pour devenir riche. J'aime plutôt parler de devenir confortable. Donc, on crée une entreprise pour devenir confortable. Donc, si vous mettez des IMF et une pression fiscale qui fait que les gens ne sont pas encouragés et ils se disent tout l'effort que je fais, c'est l'État qui va récupérer les fruits, il ne va pas devenir entrepreneur. Et donc, on est en train de se battre avec les gouvernements africains aujourd'hui. On a écrit à tous les chefs d'État. On est en train de se battre pour que soit mis en place le 35.3 dans tous les pays africains. Pour que, quand tu es africain, tu arrives, tu crées ton entreprise, que les 3 premières années, tu paies 0 impôt à tous les niveaux pour te permettre de te concentrer sur ton business et de créer de la richesse et de pouvoir, après, commencer à payer. Et comme on l'a dit, je l'ai dit à un chef d'État récemment, nous ne disons pas qu'il ne faut pas payer d'impôts sur toute la vie de l'entreprise. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons de permettre aux entreprises, sur les 3 premières années, de ne pas payer d'impôts et de pouvoir s'enrichir. Et je lui ai démontré cela. Je dis, mais monsieur, Excellence, si supposons que vous mettez l'impôt à 10 000 euros, si vous l'impôt à 10 000 euros, il n'y a que 100 entreprises qui sont créées. Et si sur ces 100 entreprises, vous aurez combien? Vous aurez 1 million d'euros dans les coffres de l'État, n'est-ce pas, comme revenu fiscal. Mais supposez que vous faites passer le 35.3 ou même que vous réduisez les impôts peut-être à 100 euros. Et que quand l'impôt est à 100 euros, vous avez 1 million d'entreprises qui sont créées. Vous aurez alors dans les coffres de l'État 100 millions d'euros. 100 millions d'euros au lieu de 1 million d'euros. Donc, il faut que vous réfléchissiez à cet élément d'impact fiscal pour pouvoir prendre une décision. Donc, première chose de la stratégie d'instrument de la FAFED, les caravanes, la masse, et que ce soit en Afrique et bientôt dans la diaspora. Deuxième chose, se battre pour la fiscalité. Troisième chose, les mentalités. La troisième chose ou le troisième instrument qu'on a mis sur la table, c'est changer les mentalités. J'ai fait un post sur lequel les gens m'ont insulté pendant des semaines. Et le post disait quoi? Je dis, je suis désolé, mais aujourd'hui, avec ce que je vois sur le terrain en Afrique, si on distribuait 1 milliard de dollars à chaque Africain, si on revient dans un mois, ils seront plus pauvres qu'avant. Je répète, si on distribue aujourd'hui en Afrique, sur le terrain, 1 milliard à chaque personne qui vit en Afrique, si on revient dans un mois, ils seront plus pauvres qu'avant. Et on me demande pourquoi je dis ça. Je dis c'est parce que nous avons un problème de mentalité. La dernière fois en Côte d'Ivoire, je vois qu'il y a un Ivoirien, un frère Ivoirien sur la ligne. Il va confirmer cela. Moi, j'ai un de mes amis, un de mes grands amis, qu'on a nommé dans une société d'État. Et cette société d'État génère beaucoup de revenus. Le gars, il ne gagnait
même pas 6 000 euros. Il ne gagnait même pas 6 000 euros par mois en tant que directeur général de cette société d'État. Mais après 2 ans, il avait sur son compte personnel près de 30 000 euros en cash. Après 2 ans, il avait plus de 30 000 euros en cash sur son compte personnel. C'est pas possible. On ne peut pas faire avancer l'Afrique comme ça. On ne peut pas. Moi, j'ai été dans le gouvernement en tant que conseiller technique, mais j'avais toutes les tentations. Alors qu'en même temps, et moi je l'ai dit à la sortie du gouvernement, je dis si chacun dans le gouvernement était honnête, l'Afrique n'aurait pas besoin de la Banque mondiale, l'Afrique n'aurait pas besoin du FMI pour un seul franc ou un seul euro ou un seul dollar de prêt. Personne n'aura besoin de la Banque mondiale. Si tous les membres du gouvernement étaient honnêtes. Donc, c'est pour ça que nous parlons de mentalité. Et cette mentalité, je l'ai résumée en 3. Les 3 mentalités qui tuent en Afrique. La première mentalité, c'est « je dois me remplir les poches ». Le gars, quand il arrive à un poste, il dit non, il doit se remplir les poches. Il commence, non, tous les marchés, vous devez me donner 20%. Et les gars sont gourmands. Vous devez me donner 20% de commission. Deuxième chose qui nous tue, je dois travailler avec les gens de mon ethnie ou de mon groupe. Le gars, il arrive, il ne regarde pas la compétence. Hein. Il ne regarde pas la compétence. Il se dit, ah, je suis Annie, je suis Baoulé, je suis ceci. Donc, ce sont les gars de ma région que je dois privilégier. C'est notre talent, c'est notre époque, c'est notre timing, et voilà. Donc, ça nous tue aussi. Deuxième chose qui détruit l'Afrique au niveau de l'entrepreneuriat. Et la troisième chose qui détruit l'Afrique au niveau de l'entrepreneuriat, c'est petit travail, petit argent. Petit travail, petit argent. Petit argent, petit travail. C'est un maxime à travers tous les pays africains. Et ce maxime, ça veut dire quoi? Le gars, quand tu le recrutes, il se dit, bon, tu ne me paies pas 1 million, donc je vais te faire le travail de 100 000 francs. Tu me paies 100 000 francs, je vais te faire le travail de 100 000 francs. Sans se rendre compte que le travail est un don de Dieu. Le travail est un don de Dieu. Quand vous prenez le Coran, dans le Saint-Coran, le travail est un don de Dieu. Quand vous prenez la Bible, le travail est un don de Dieu. Tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pour toi-même. Et la dernière fois, là, nous avons fait le congrès de la FAFED et j'ai été très heureux quand le ministre Thierry Tano, qui est un des hommes les plus puissants en Côte d'Ivoire, il a dit « Le plus grand problème en entrepreneuriat en Afrique, c'est les hommes. » Il dit « Ce n'est pas l'argent. L'argent, on peut le trouver. Ce n'est pas les idées. Les idées, on les a. Mais le plus grand problème en Afrique, en entrepreneuriat, c'est les hommes. C'est d'avoir les bons hommes. C'est d'avoir le bon staff qui va te faire le truc. Moi qui vous parle, j'ai des maquis, j'ai investi. J'ai un maquis, un plateau de cuir, mon ami ivoirien, mon frère ivoirien, c'est de quoi je parle. Et qu'est-ce qui se passe? Mon ami, j'ai fait le maquis. Et qu'est-ce que tu fais? Je nomme une dame comme gérante du maquis. Le maquis, c'est les restaurants plein air, en fait, en Côte d'Ivoire. Donc, je nomme une jeune dame gérante de ce restaurant et elle me fait ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire maquis dans maquis. Elle me fait maquis dans maquis. Qu'est-ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire maquis dans maquis? C'est-à-dire que moi, propriétaire du maquis, du restaurant, j'achète 50 casiers de boissons et je dis, il faut vendre. Elle me dit, d'accord. Et maintenant, elle-même, la gérante, elle va acheter aussi 50 casiers de boissons. Elle-même achète 50 casiers de boissons aussi. Maintenant, elle vend ces 50 casiers de boissons d'abord sur mon dos et pour mes 50 casiers de boissons, elle n'en vend que 5. Et à la fin du mois, elle me dit, ah, monsieur le propriétaire, je n'ai vendu que 5 casiers de boissons. Je fais une perte là. En temps, c'est moi qui paie l'électricité, c'est moi qui paie le frigo, c'est moi qui paie la publicité, etc.
C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire maquis dans maquis. Au fait, c'est ça qui tue plus en Afrique. Où tu donnes de l'argent, tu entreprends, mais les hommes que tu mets n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur. Et j'ai perdu plein comme ça. J'avais une société de taxis. J'avais près de 10 taxis. Mais qu'est-ce que le gars fait? Le gars, il conduit le taxi, il vient te voir. Il te dit, bon, je dois aller acheter de l'essence. L'essence, c'est tant et tout. Tu lui donnes, par exemple, tu lui donnes, je dis n'importe quoi, tu lui donnes 100 € pour acheter de l'essence, du carburant. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à la station d'essence? Il dit, bon, il faut me mettre 30 €. Tu mets sur la facture 100 € et puis tiens 10 € pour toi. Mais comment vous voulez qu'on puisse avancer avec ça? Sur les 100 € que tu lui donnes, lui, il va acheter 30 € d'essence de carburant. Il met 60 € dans la poche et il donne 10 € au pompiste. Et le pompiste met sur la facture 100 € qu'on vient te donner. J'ai encore envoyé un chauffeur la semaine passée pour ça. En fait, c'est ça. Ça épuise, ça fatigue. Ça épuise, ça fatigue. Parfois, je vous dis la vérité, j'ai envie de jeter l'éponge et de repartir aux États-Unis. Sincèrement, parfois, ça me traverse l'esprit. Je regarde des choses, je dis, hey, les gars, ils disent, bon, je vais repartir aux États-Unis. C'est bon comme ça, j'en ai pris ma dose. Mais après, tu regardes derrière, tu regardes tout ce que tu investis, tu regardes ça et puis tu te dis, j'ai trop investi, continuons d'avancer. C'est vrai, continuons d'avancer. Mais ce n'est pas facile. Tu vas trouver certains qui sont sérieux, mais c'est l'exception plutôt que la règle, en fait. Et c'est pour ça qu'au niveau de la FAFED, on a dit qu'il faut qu'on change les mentalités en Afrique. Et c'est pour ça que j'ai fait ce post pour dire, si on distribuait 1 milliard d'euros à chaque Africain qui vit en Afrique, si on revient au mois après, ils seront plus pauvres qu'avant. Donc, véritablement, il faut qu'on arrive à ce changement. Et ce que nous avons fait pour le changement de mentalité au niveau de la FAFED, nous avons inclus dans toutes nos formations un module valeur. On a inclus dans toutes nos formations un module valeur. Est-ce que, ouais, excusez-moi, le truc est en train de se décharger. On a inclus un module valeur dans toutes nos formations sur l'entrepreneuriat. On enseigne aux gens les valeurs. La dernière fois, et les valeurs, c'est des valeurs même de moralité. La dernière fois, j'étais parti, j'ai une cousine qui travaille dans un maquis, dans les restaurants en plein air là. J'étais parti la voir et elle est venue me raccompagner et elle a éclaté en sanglots. Elle a éclaté en sanglots et commençait à pleurer. Elle dit, mais petite soeur, il y a quoi? En fait, en français, il ne voit rien, quoi. Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Petite soeur, il y a quoi? Et elle me dit, non, grand frère, vraiment, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'elle me raconte? Son patron, le patron du restaurant, du maquis, l'a harcelée sexuellement. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Mais le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il passe derrière, il met la main dans son soutien, il met la main dans sa culotte et tout, il lui attrape les fesses. Quand il fait, il la menace. Et c'est légion aussi. Je suis désolé de le dire. On a ce problème d'harcèlement sexuel. Et c'est vrai que c'est tellement répandu en Afrique, mais ça nous crée des problèmes aujourd'hui. C'est vrai que, bon, le système français, on se dit, bon, on peut faire la cour de manière agressive à une femme, etc. Mais je pense que quand tu commences, quelqu'un qui travaille avec toi, tu es entrepreneur, quelqu'un qui travaille avec toi, tu commences à mettre la main dans son slip, dans son ceci, la plaquer, etc. Là, tu franchis une ligne rouge, au fait. Tu peux lui faire la cour, tu as le droit, mais elle a le droit également de refuser ou d'accepter. Est-ce que ouais? Ça, c'est le problème de mentalité que nous avons et qui nous tue. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est pour ça que nous avons inclus, nous, à la FAFED, on a un module spécial sur l'harcèlement sexuel des employés. Et on dit on dit dans nos formations à nos entrepreneurs, si vous persévérez dans la voie de l'harcèlement sexuel des employés,
vous êtes en train de vous tirer une balle dans les pieds. C'est normal de faire la course, c'est normal qu'une personne te plaise, mais tu n'as pas à franchir la ligne rouge. Si tu lui fais la course, elle te dit non, ça ne m'intéresse pas, tu arrêtes. Si elle dit ça l'intéresse et que c'est consensuel, nous, on n'a pas de problème avec ça. Hein. Mais la ligne rouge, c'est pour nous, c'est quand tu forces et quand ça devient de l'harcèlement. Donc, on a mis tout en place tout un système de modules sur les vertus, sur la valeur, et on a même un programme qu'on a mis en place qui s'appelle Africa 5.0, et on a un partenariat avec l'Ordre des experts comptables pour enseigner ce module, etc., sur les valeurs. Ensuite, le quatrième élément dans la stratégie de la FAFED pour un entrepreneuriat différent, ce sont nos produits, au fait. On n'enseigne pas que l'entrepreneuriat, on a plusieurs produits. On a, comme je le disais, le produit de la caravane, on a le DZD, on a une formation sur comment démarrer son affaire avec zéro dette, sans emprunter. Et la formation dure 3 mois avec 4 jours présentiels et puis tout un système de coaching et d'accompagnement. On a un produit qui s'appelle Transformation, qui est adressé aux directeurs d'entreprises qui ne sont pas propriétaires et puis qui est adressé également aux cadres dans l'administration publique. Parce qu'en Afrique, l'administration publique, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais c'est les bonus et les sursalaires. Les salaires sont très, très faibles. Les salaires de base sont très faibles. J'ai un ami qui a été directeur dans une grande administration. Quand ils ont calculé, quand il est parti, il gagnait près de 10 000 euros par mois. Mais quand il est parti à la retraite, sa retraite a été calculée sur, entendez-vous bien, 500 euros. Sa retraite a été calculée sur 500 euros. Il a failli se suicider. Donc, les 9 500 euros, c'était du sursalaire. Donc, nous, on conseille aujourd'hui, l'État ne nous aime pas pour ça. On conseille aujourd'hui aux gens dans l'administration de choisir l'entrepreneuriat pour ceux qui ne veulent pas faire carrière dans l'administration. Donc, on a plusieurs types de produits et on aura l'occasion de faire partager au travers du modérateur notre brochure. Le cinquième élément, comme je l'ai dit, au-delà de la mentalité, j'ai parlé des valeurs, la mentalité, et puis j'ai parlé des valeurs. Sur les valeurs, il y a ce qu'on appelle la compétence aveugle. Nous faisons la promotion, n'est-ce pas, que ceux qui doivent être recrutés à tous les niveaux, le seul élément qui doit être vu ou évalué, c'est la compétence, pas la religion, pas la race, pas l'ethnie, pas le parti politique, etc. Un des grands problèmes aujourd'hui en Afrique aussi, c'est que nous avons tout politisé. Tout politisé. C'est-à-dire que quand tu vas sur un marché public, on se dit, bon, est-ce qu'il est du parti au pouvoir? On dit non, il appartient à l'opposition, il est proche de l'opposition. On dit, mais pourquoi on va lui donner? Pourquoi nous-mêmes, on va prendre de l'argent pour aller financer l'opposition? Parce que si on lui donne un marché, peut-être que les bénéfices, il va prendre ça pour aller financer les activités de l'opposition politique. Donc, on ne lui donne pas le marché. Des raisonnements bas comme ça qui tuent les entrepreneurs en Afrique. On sait très bien que c'est le gars qui maîtrise le sujet, qui maîtrise le projet, qui maîtrise le secteur, mais on lui refuse le projet tout simplement, soit disant qu'il est proche de l'opposition. Donc, on le coupe. Ou bien, pire encore, il y a des pervers dans beaucoup d'administrations dans des pays africains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent le marché, ils te disent qu'il faut préfinancer. Moi, c'est arrivé à plusieurs amis. Tu préfinances et au moment de te payer, ils ne te paient pas. Ils ne te paient pas. J'ai des amis qui ont des dettes de 10 ans, 15 ans avec l'administration. Comment est-ce qu'une entreprise peut vivre avec ça? Le gars, il a préfinancé depuis 15 ans, vous ne le payez pas. Vous voulez qu'il soit entrepreneur comment? Dites-moi. Comment il va faire? 15 ans, vous ne le payez pas. Parce que vous dites que non, il est proche de l'opposition, il est ceci, etc. Vous refusez de le payer. Et en temps, vous le piégez. Vous lui assurez, non, il n'y a pas de problème. Il faut prendre le contrat. Prémédité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui sur ces aspects de valeur. Donc, nous faisons
Donc, c'est un peu ça, excusez-moi. Un instant. Donc, c'est un peu ça. Et enfin, ensuite, il y a les actions. Il y a les actions que nous menons. Il y a des actions que nous menons envers la pauvreté, pour aider les gens, parce que la pauvreté est très grande, surtout avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui se passe. C'est clair que la pauvreté va continuer d'augmenter parce qu'on a de sérieux problèmes. L'essence, le carburant, le prix du carburant à la pompe a augmenté. Et on espère, je pense que plusieurs pays occidentaux ont commencé à prédire les émeutes de la faim en Afrique. Il faut un changement vraiment structurel, il faut qu'on le fasse. Et puis, la septième chose qui nous intéresse et l'instrument qu'on utilise, c'est que nous regardons l'Afrique. Comme je l'ai dit, ça nous intéresse d'intégrer l'Afrique. Aujourd'hui, on est dans une quinzaine de pays. On est dans une quinzaine de pays et ce qui nous intéresse, c'est de couvrir tous les pays africains. Donc, nous invitons tous à venir joindre la FAFED. La FAFED est très flexible et très ouverte. Nous avons des partenariats avec beaucoup de structures, beaucoup de gouvernements. Et nous sommes dans une dynamique où nous, on se focalise sur notre produit qui est démarré avec zéro dette sans financement. On ne cherche pas à faire ce que les autres font nécessairement. On se focalise sur ce qu'on sait faire et qui fait qu'on a un partenariat avec eux. Donc, voilà un peu les 7 éléments, les 7 instruments. J'ai parlé de notre approche par rapport à la masse, les caravanes. J'ai parlé du 35.3 par rapport à la fiscalité. J'ai parlé des mentalités que nous avons, du changement de mentalité. J'ai parlé des différents produits que la FAFED offre. J'ai parlé des valeurs, de l'importance des valeurs. J'ai parlé des actions que nous menons pour lutter contre la pauvreté. Et j'ai parlé de notre vision d'une Afrique intégrée où nous encourageons, nous y sommes sur plusieurs pays. Nous avons commencé à travailler avec des structures dans la diaspora. Donc, voilà un peu. Je vous remercie. En tout cas, merci, cher professeur. C'était très riche. Je crois que tout le monde est resté vraiment sensible à tout ce qui a été dit, d'autant plus qu'il y a eu énormément de cas concrets. Je pense que c'est ce qui édifie, c'est ce qui nous permet de mettre les mains, comme on dit, dans le cambouis et être dans les réalités. Je souscris à tout ce que vous avez dit. J'ai eu l'expérience moi-même des taxis, j'ai eu l'expérience moi-même d'entrepreneuriat en Afrique. Donc, en effet, il n'y a que celui qui n'a pas fait, comme on dit, qui ne sait pas. Donc, toutes ces expériences, on en a besoin de les partager. Moi, c'est un peu ça qui m'a conduit à créer l'African Valley, c'est ces expériences-là pour, en fait, aujourd'hui, se dire qu'on ne peut plus investir tout seul. Il faut le faire en groupe, il faut le faire en équipe et partager ces expériences. Et d'où aujourd'hui le fait de vous avoir, de nous partager cette expérience riche, forte. Et en tout cas, moi, je tiens à vous dire qu'on se contactera après pour qu'on puisse en effet nouer un partenariat parce qu'on est exactement dans les mêmes logiques et on n'a pas besoin de refaire la roue. Moi, c'est toujours ce que je dis, soyons en synergie, essayons de nous appuyer. Nous, on est fort ici côté France, donc s'il faut un relais, il n'y a pas de problème. On peut appuyer, accompagner, démultiplier les modules que vous avez, ça nous intéresse parce que derrière, nous, on va accompagner ceux qui veulent investir de l'autre côté. Donc, forcément, vous avez les outils, le fait que vous ayez confronté ça avec la réalité, à la test and learn, comme disent les Américains. Donc, ça peut que nous intéresser et aider surtout ceux qui vont franchir le pas pour pouvoir accompagner, comme on dit, le continent comme il se peut, avec nos faibles moyens, mais comme on dit, chacun dans son pays, mais tous ensemble pour faire avancer ce beau continent. Alors, je pense qu'il y a énormément de questions. Ce que je vais vous proposer, les amis, c'est qu'il puisse y avoir des séries de 3-4 personnes qui posent des questions et comme ça, le professeur pourra répondre et on va se laisser peut-être 20 minutes si vous avez encore un peu de temps, cher professeur. OK, il n'y a pas de souci. Super. Donc, je vais demander à ce que ceux qui ont des questions puissent le faire en batterie. Hein, comme ça, et ça permettra après qu'ils puissent structurer ces réponses. Donc, Jean-Jacques, je vois que tu as levé la main. Vas-y. Oui, merci. Merci pour cette
Belle présentation. On se retrouve tous dans tout ce que tu as pu. Et je ne poserai pas de questions. Par contre, j'aborderai en fait, le sujet dans le sens que tu as abordé tout à l'heure, hein, Ernest, c'est de dire on ne va pas réinventer la roue. Parce qu'en fait, j'ai eu les mêmes problématiques au Sénégal quand on a, dans le cas de nos activités entreprises positives, évidemment, on a rencontré des entrepreneurs en fait, qui ont du mal à trouver des financements. Qui ont du mal à trouver des financements. Ils nous disaient, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la formation, ce n'est pas l'expertise, mais c'est le financement. Voilà. Donc, du coup, ce que j'aimerais plutôt faire, c'est voir avec le professeur Maté s'il y a possibilité, à travers la FAFED, de mettre en place, évidemment, un genre module d'aide à ces entreprises-là pour les inscrire dans cette dynamique-là de zéro endettement dans le cadre de leurs activités. Voilà, c'est un peu juste la remarque que je voulais faire par rapport à tout ce qu'il a dit. Je ne vais pas poser autant de questions pour laisser la place un peu aux autres qui puissent s'exprimer aussi. Voilà, voilà un peu juste ma doléance par rapport à la suite à donner à nos activités dans le cas de cette interview. Pas de souci, Jean-Jacques. Dimitri. On va répondre au coup par coup, si vous le permettez. Dimitri. Comme ça, j'ai une autre réunion. Je voulais seulement dire merci au docteur. Est-ce que je peux? Oui, vas-y. Bon, bonsoir tout le monde. D'abord, je m'excuse pour le retard et pour mon absence pour pas mal de séances. Les lundis, c'est un peu dur. J'ai une réunion qui commence normalement maintenant. Donc, merci, professeur. Franchement, vous avez décrit la réalité telle qu'elle est. Exactement. Je fais partie de ceux qui ont fait l'expérience aussi, donc je sais qu'est-ce que c'est. Il y a une grande formation qu'il faut vraiment chercher, c'est la formation des gérants, les personnes qui vont gérer les affaires. Parce que les affaires, l'investissement, on peut ramener l'argent. Mais le problème, quand on ramène l'argent, qui va le gérer? Étant donné qu'en général, on a aussi, quand on vient, on est aussi à l'extérieur. Ça, c'est une chose. Il y a aussi, il y a une chose qui se passe maintenant au Maroc qui aide un petit peu énormément de petits entrepreneurs, l'INDH. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une initiative pour le développement humain qui a été créée un petit peu avec M6, avec Mohamed VI, et qui aide un petit peu pas mal de petits entrepreneurs pour des finances qu'on leur donne, que l'État leur accorde pour les aider un petit peu. Je ne sais pas si c'est transformable, c'est transportable plutôt dans d'autres pays. Sinon, merci beaucoup. Franchement, c'était vraiment riche et impeccable. Une autre fois, peut-être on se verra un jour pour discuter vraiment. Parce que j'ai travaillé, moi, sur l'Afrique. Plutôt beaucoup sur l'Afrique du Nord, mais j'ai travaillé sur l'Afrique. J'ai travaillé sur la productivité des pays africains. OK. Voilà, donc ce que vous avez fait là, c'est vraiment la réalité. Merci beaucoup. Merci Mimoun. Alors, merci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée parce que j'ai une réunion qui commence par contre essentielle en bas. On se verra après. Merci beaucoup. Merci. Alors, professeur, vous souhaitiez réagir à la remarque de Jean-Jacques? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et puis, par votre intermédiaire, on pourra avoir les contacts, on pourra prendre contact. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se trompent, en fait. Ce n'est pas le financement qui est le problème, en fait. Parce qu'ils ont le financement, après, ils n'ont pas de marché. J'ai eu récemment une expérience dans un pays africain. J'ai un ami, il est venu me voir, il me dit, je veux lever 1 million d'euros. Je lui ai dit, Jean-Paul, fais attention, parce que si tu lèves 1 million d'euros, ce n'est pas de l'argent cadeau. C'est quelque chose que tu dois rembourser. Et assure-toi que tu as tous les éléments pour pouvoir rembourser cet argent. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci, que c'est un vieil ami de son père, que le marché est déjà garanti, tout ça, etc. Effectivement, il est parti, il a levé le 1 million d'euros. Mais malheureusement pour lui, le marché sur lequel il comptait pour pouvoir démarrer, on a fait un remaniement ministériel, le gars a été sauté, il a perdu le marché. Il a 1 million d'euros, mais il a 0 contrat en face et il a déjà payé des bureaux, des voitures, des ceci, etc. Maintenant, il a la pression pour rembourser les 1 million d'euros. Donc, c'est un peu ça, au fait. Et beaucoup de gens se disent que c'est le financement, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de banques et de microfinances qui s'approchent de la FAFED pour des partenariats parce qu'ils nous disent que les gens qui arrivent à démarrer par eux-mêmes, qui génèrent un peu, ne serait-ce qu'un peu de capacité d'épargne, remboursent plus
et sont plus aptes que les gens qui ont le projet dans leur tête et à qui on remet de l'argent et c'est maintenant qu'ils vont réfléchir à comment mettre le projet en œuvre. En fait. Donc, c'est effectivement ça, il n'y a pas de souci, on est habitué à ça, on pourra travailler. Ok. Ernest, tu as levé la main? Oui. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, vous pouvez dire que je me sens moins seul. Parce qu'une grande partie de votre parcours, je l'ai eu aussi. Et ces expériences, je les ai vécues. Et c'est pourquoi effectivement, en ce moment, j'ai le projet qui vient d'être financé, qui est en cours de mise en place, qui est justement la formation à l'entrepreneuriat. Donc, ça nous intéressera parce que ça fait depuis 1996 que j'ai commencé à expérimenter. Je suis tombé sur pas mal de choses comme ça. Et dans ce qui m'a motivé à avoir le même type, la démarche analogue, quoi. Pour comment aider. Et ça fait une dizaine d'années que j'accompagne de loin quelques personnes et on était arrivé effectivement, j'étais arrivé à la conclusion que, accompagner ceux qui font déjà quelque chose et le mindset. Comment changer ces mentalités-là? C'est le diagnostic aussi que j'avais fait. Et c'est pourquoi, bon, le futur, je souhaite l'axer pas mal là-dessus, d'être zéro et les valeurs. Et peut-être qu'on sera amené à se recontacter. Voilà, merci. Merci beaucoup. Madame Dalla, a levé la main. Le micro. Karine? Oui. Ah ouais, peut-être que... C'est bon. Voilà. Oui, alors, non, c'était juste, alors, donc, vous nous avez plongé dans les réalités africaines, hein. En général, les retours d'expérience sont toujours les mêmes, hein. C'est vraiment, c'est vraiment toujours la même chose. Vous nous avez parlé d'une offre pour la diaspora, et elle sera de quelle nature? C'est aussi lié à la formation, c'est pour ceux qui veulent investir là-bas? OK. L'offre pour la diaspora, disons qu'elle est à 3 niveaux. En fait, elle est à 3 niveaux. C'est de rentrer en contact avec des organisations comme African Valley et puis de se dire qu'on fait avec eux, par exemple, moi, le mois prochain, je suis à Paris. Non, pas le mois prochain, ce mois-ci, désolé. Je suis à Paris à partir du 12, je crois, pour 10 jours. Je serai à Paris. Donc, comme je l'ai dit, je passe 30% de mon temps en France. Donc, de se dire que quand nous sommes là, c'est de former les gens et de former des formateurs. Parce que c'est ce que nous faisons. On fait la formation et puis on fait la formation des formateurs. Vous pouvez devenir coach et formateur avec la FAFET. Donc, c'est de se dire que d'avoir des organisations de la diaspora qui, sur des périodes, peuvent organiser des formations sur nos approches et puis la formation des formateurs. Donc, ensuite, ça, c'est le premier truc. Le deuxième élément, c'est de se dire comment est-ce qu'on connecte la diaspora avec des jeunes à projet en Afrique. Nous, par exemple, aujourd'hui, sur les 7 ans d'existence qu'on a, on a formé à peu près 85 000 jeunes à travers toute l'Afrique et on continue de le faire. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas besoin, par exemple, il y a des jeunes aveugles qu'un des gars de la diaspora a financé la dernière fois et ils veulent faire l'élevage d'escargots. L'élevage d'escargots, moi, je ne le savais pas, c'est avec ces jeunes aveugles malvoyants, pour utiliser le terme correct, que j'ai appris que l'escargot, ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a non seulement la chair qui est vendue, mais le coquillage, le truc qui est fait pour permettre de faire des produits de beauté, la lave, et tout, etc. Donc, ils utilisent tout, en fait. Et donc, par exemple, on a mis en contact ces jeunes qui avaient ce projet avec des gens dans la diaspora. Ils avaient besoin de combien? Ils avaient besoin de 1 500 €, quoi. Ils avaient besoin de 1 500 € pour démarrer. Est-ce que, ouais. Donc, de plus en plus pour nous, c'est de se dire que ces jeunes en Afrique qui ont des projets ou qui demandent des 500 €, etc., comment est-ce qu'on fait pour créer ce lien avec des gens dans la diaspora qui peuvent investir dans ces projets et grandir avec ces jeunes, soit après il y a un exit ou bien ils deviennent partenaires et associés. Donc ça, c'est la deuxième chose pour nous. Et la troisième pour nous, c'est un peu de se dire qu'au-delà de la formation, comment est-ce qu'on crée véritablement un engouement et une force économique
qu'on transforme la diaspora africaine en une force économique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, par exemple, moi, quand j'étais aux États-Unis et je faisais mon MBA, il était jordanien. Il y avait un Jordanien et puis il y avait un Chinois. Ils étaient trois, Jordanien, Chinois et puis Indien. Les deux gars, ils se moquaient tout le temps de moi. Ils me disaient, bon, toi, si tu finis, tu vas aller chercher un boulot. Nous, on a déjà une entreprise, on a nos entreprises familiales, tout ça, etc. En fait, ils se moquaient de moi, en fait. Et c'est vrai, parce que quand tu regardes, j'ai vécu aux États-Unis, mes enfants vivent aujourd'hui au Canada avec mon ex. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand tu vas dans ces pays, la plupart du temps, le noir, il est dans les McDonald's en train de travailler, il est en train de faire les petits boulots, quoi. Tandis que le Chinois, il va créer son entreprise. L'Indien, il va créer son entreprise. Est-ce que vous voyez? Et c'est un peu ça. Et moi, c'est vers ça que je pousse aussi mes enfants. Je leur dis, ne cherchez pas à aller travailler dans des McDonald's, tout ça, etc. Va passer le PMP, Project Management, va faire des trucs, et tout, etc. Va passer Cisco et commence à travailler, apprends, et puis crée ton propre entreprise, en fait. Donc, c'est un peu ça ce que nous voulons faire. Et c'est pour ça que les Noirs n'ont pas de pouvoir économique en Occident, parce qu'ils travaillent pour les autres. Ils n'ont pas cette entreprise, cet esprit entrepreneurial que les Chinois et les Indiens ont, par exemple. Donc, le troisième élément, notre troisième axe stratégique pour la diaspora, c'est de transformer cette diaspora en une puissance économique en encourageant le tout. Et donc, depuis 4 ans, on fait ce qu'on appelle les Delali Awards. On a un award qu'on fait à New York où on prime les Noirs de la diaspora qui ont créé une entreprise dans leur pays des hôtes. On prime ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un autre problème là-bas, en fait. Il y avait un autre problème là-bas, en fait. Et quand on a lancé ça au Canada, pour terminer sur ce point, quand on a lancé ça au Canada, il y a un Africain, un Ivoirien qui m'a écrit et il m'a invité dans un des restaurants. On a lancé premièrement au Canada. Il m'a invité dans un des restaurants les plus luxueux de Montréal. Il est arrivé en Ferrari, s'il vous plaît. Et on a déjeuné et tout ça. Il me dit, vraiment, je veux t'encourager pour ce que tu fais. J'ai dit, mais il me dit, voilà, j'ai tel millions de dollars de chiffre d'affaires, etc. J'ai dit, mais écoute, mais on va te donner le prix, ça, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on t'inscrive. Il dit, mon frère, si tu mentionnes mon nom là-bas, là, je vais te tuer. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais toi, tu veux qu'on me tue? Tu veux que quand les gens vont entendre dans mon village, tout ça, etc., il y a des sorciers, il y a des ceci, on va me tuer. Que jamais. Que l'entreprise, là, c'est au nom de sa femme, une Canadienne blanche. Qu'aujourd'hui, là, je suis le seul à savoir que c'est lui qui est derrière. Parce qu'il me lit, il me suit sur LinkedIn, tout ça. C'est pour ça, il sait que je suis un homme de parole, je parle de valeur. C'est pour ça qu'il est venu se révéler à moi pour me dire qu'il faut faire. Donc, c'est comme. Et la dernière fois, j'étais à New York, j'ai rencontré un autre noir, un Ivoirien. Il a une société de 100 taxis à New York. Je dis, mais c'est pas possible, tu as 100 taxis. Il m'a dit, non, de ne pas parler de lui. Hein. Non, je me rends compte qu'il y a des gens, quoi. Mais il ne veut pas. Il te dit, ça là, si les gens prennent ça, on est mort. Le nombre de demandes d'aide qu'on va recevoir, les sorciers, les ceci là, on ne va pas s'en sortir, on ne parle pas. Et ça aussi, sa femme est américaine, il a mis ça dans le nom de sa femme. Il dit, vous faites ce que vous faites. Vous allez mettre ça dans le nom de votre femme, vous allez avoir un accident, je ne vous le souhaite pas, et c'est la femme qui va tout prendre, alors que c'est pour un Africain. Oh, parbleu. Voilà un peu. OK. Ouais, merci, j'ai la réponse. Bon, en tout cas, cher professeur, sur les 3 objectifs, sache que tu peux compter sur African Valley, c'est exactement nos angles d'attaque. Et en fait, en s'appuyant, en étant en partenariat ensemble, je pense qu'il y a une force qui peut se dégager là. Et vraiment, c'est formidable. D'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, allez-y. Il y a Patrice qui voulait réagir tout à l'heure, je crois. Tiernon aussi, Konaté. N'hésitez pas à décrocher votre micro et puis poser votre question. Sinon, tout est clair. Christine, une question? Oui, bonsoir, professeur. Merci beaucoup
hein, pour votre présentation vivante et passionnante. J'avais une question. Merci. À HEC, vous faites quel type de cours? À HEC, je donne des cours sur l'Afrique, justement, l'implantation en Afrique, les stratégies d'implantation en Afrique, l'entrepreneuriat en Afrique. Il faut dire que j'ai moi-même conçu certains cours également, mais c'est essentiellement sur les techniques ou les stratégies d'implantation en Afrique. D'accord, merci. Ouais, ce que ne dit pas Christine, c'est que nous, on est des concurrents, hein, on est de l'école à côté. Hein. Bon, écoutez, moi j'ai toujours, vous savez, pour la petite histoire, HEC a voulu me nommer directeur Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de HEC basé à Abidjan, qui est occupé aujourd'hui par Alexis Saïd. J'ai refusé, au fait. J'ai refusé et jusqu'à aujourd'hui, j'ai une des patronnes d'HEC, Armel Dufault, qui m'en veut pour ça. Mais j'ai dit à Armel, j'ai fait un parcours. Vous dites, vous m'offrez un poste, je ne sais même pas, c'était près de 12 000 euros de trucs là, etc. Bon, je vais prendre le poste, d'accord, mais vous me dites que je dois avoir tel chiffre d'affaires par mois. Donc, je vais passer ma vie, je sais comment vous fonctionnez, je vais passer ma vie à bosser pour vous et à devenir un vendeur. Je vais passer ma vie à bosser pour vous et à devenir un vendeur parce que vous voulez utiliser mon réseau et mon relationnel. À devenir un vendeur pour vous, mais à la fin, qu'est-ce que j'ai fait pour l'Afrique? C'est ça. Et puis, le modèle, c'est quoi? Ils font des cours extrêmement chers, ils envoient des professeurs, ils refusent de prendre des professeurs sur place, ils envoient des professeurs de Paris qui viennent en business class, en première classe, qui reviennent extrêmement chers. Et puis, bon, les pauvres Africains paient, on te donne un chiffre d'affaires à faire mensuellement par mois, tu dois faire 5 millions d'euros par mois sur toute la zone, des choses comme ça. Je dis non, je ne veux pas. Moi-même, si je crée mon truc ou je m'associe à d'autres Africains, je préfère faire rentrer ces 5 millions d'euros par mois dans les coffres d'un Africain que d'aller renvoyer ça en France, au fait. Donc, je les ai énervés dans le truc. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Ce qui fait que je donne des cours. Ils m'ont coupé un peu les cours, ils ont réduit. Mais je travaille avec plusieurs universités. Je travaille plus aujourd'hui avec des universités, des écoles africaines, des initiatives comme ISM, comme BEM, comme ECG Abidjan, comme ISPA, etc. D'accord. Alors, d'autres questions, les amis? Parce qu'on va bientôt clôturer. Non, j'ai une autre question, professeur. Et donc, il y a des partenariats possibles pour des gens qui veulent… C'est vrai que je ne me suis pas présentée. Hein. Moi, j'ai monté mon activité en France, là, à Paris, depuis après l'ESSEC, parce que j'avais fait un executive MBA en 2016. Et donc, surtout sur tout ce qui va concerner la direction de projet, le management de projet, le pilotage. Il y a des besoins d'accompagnement ou des besoins de formation pour créer du partenariat? Non, mais il n'y a pas de souci, en fait, comme je le dis, et c'est un peu sur ça que je voulais jouer à HEC Paris et puis d'autres. C'est-à-dire que s'appuyer sur notre réseau. Aujourd'hui, par exemple, on a un partenariat avec l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. On est en train de signer un partenariat avec le Congrès panafricain des experts comptables. L'année prochaine, ils organisent en Côte d'Ivoire, on aura l'occasion de vous inviter, le Congrès panafricain des experts comptables en 2023 ça sera la première fois que ça se fait dans un pays francophone. On espère environ 3000 experts comptables du monde entier. Ce sont des choses que nous faisons et qui sont des opportunités de ouf. Aujourd'hui, on a des partenariats avec des gouvernements. On vient de signer avec le gouvernement du Togo sur 3 grands projets. Donc, pour nous, c'est de créer ces opportunités avec les gens avec qui on a des partenariats, des conventions, pour une Afrique plus forte, pour des entrepreneurs. Parce que moi, mon souci, c'est plus de rendre les Africains riches et les plus puissants, en fait. Parce que plus l'Africain est riche et puissant, et comme je le dis, il n'y a pas de… Il n'y a aucun autre moyen de devenir confortable et riche que d'être entrepreneur. Je vous assure. Moi, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur informaticien, je gagnais autour de 500 euros le mois. OK? Je gagnais autour de 500 euros le mois. Un ami est venu me dire qu'il gagnait 2000 euros. J'ai dit, mais c'est pas possible, il y a des gens qui gagnent 2000 euros dans ce pays. C'était en Côte d'Ivoire.
Donc, après, j'ai gagné 2 000 euros. Mais ça ne me suffisait toujours pas. Après, j'ai un autre ami qui travaillait à la BAD qui m'a dit, j'ai dit, ton salaire, c'est quoi à la BAD? Il dit 5 000 euros. Je dis, waouh! Dans ce jour-là, j'ai prié, je suis parti à l'église, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes de gagner 5 000 euros, je ne vais plus jamais te demander quelque chose dans la vie. Ça, ce n'est pas possible. Comment les gens peuvent gagner 5 000 euros? Les gars, j'ai gagné 5 000 euros, ça ne me suffisait pas. Donc, finalement, le salaire ne va jamais te suffire. Parce que quand tu gagnes 5 000 euros avec tes collègues, tu deviens collègue des gars qui gagnent 5 000 euros. Quand tout le monde doit envoyer en vacances ses enfants à Paris, tu dois le faire. Donc, finalement, tu es plus déficitaire et tu as plus de découvertes même que quand tu gagnais 500 euros, en fait. Donc, le seul moyen véritablement d'être confortable, c'est d'être entrepreneur. Et pour nous, l'objectif, c'est que les Africains, aujourd'hui, pour moi, le seul problème de l'Afrique, c'est qu'on on a les idées, on a les hommes, mais on n'a pas la politique, on n'a pas les moyens de notre politique. C'est ça le seul problème de l'Afrique. Mais on a les opportunités, mais on ne sait pas les saisir. Et je le dis tout le temps aux gens, ce n'est pas que je suis contre les non-africains ou je suis contre les blancs, non. Si tu regardes, tu vas tout le temps à Paris, je pars dans 10 jours, et quand tu reviens, l'avion est toujours plein. C'est plein. Et la dernière fois, j'étais parti dans un resort, mais pratiquement 90% des restaurants, c'était tenu par des Français. Donc, il y a de l'argent en Afrique. Ils viennent se le faire sur nos dos. Maintenant, les Chinois se sont ajoutés à ça. Alors que les Africains eux-mêmes, ils n'arrivent pas à voir ces opportunités. On court pour aller chercher du boulot chez ces personnes qui sont venues et qui sont en train d'exploiter les opportunités devant nous, qu'on n'a pas pu saisir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va leur demander pardon de nous recruter. Ce n'est pas possible. Donc, pour nous, véritablement, c'est d'amener les Africains à être très riches, à être puissants. Et ça, c'est ça qui va permettre de vraiment prendre en main le destin de l'Afrique. Super, super. Allez, un petit tour. Monsieur Laté Lawson, Yannick. Ouais, allô? Oui, Patrice. Patrice Diancé. Oui, en tout cas, oui, merci pour bon, j'ai pas mis ma caméra parce que je suis en, attendez, je vais mettre ma caméra quand même pour que vous puissiez me voir. Je suis pas forcément dans une, voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, donc merci pour le webinaire, hein, c'était vraiment très intéressant. J'ai monté une structure d'appui, d'accompagnement pour accompagner non seulement les entrepreneurs de la diaspora sur le continent, mais bon, aussi de manière plus générique, les accompagner dans l'entrepreneuriat. J'ai bien aimé effectivement l'anecdote de la gérante, enfin du maquis dans le maquis, puisque c'est quelque chose auquel on est souvent confronté. Voilà, enfin, quels sont les modules ou qu'est-ce que vous proposez ou comment est-ce que vous avez trouvé vraiment des vraies solutions de debug pour cette utilisation, puisque en fait c'est vraiment pour les gens qui veulent investir au pays, entre guillemets, puisque c'est le mot qui est un peu à la mode, c'est quand même le nœud du problème en fait. On veut bien effectivement investir, monter des structures. Moi-même j'en ai monté une au Congo, mais c'est vrai que de travailler à distance, ça pose un certain nombre de problèmes. Et pour finir, juste ma question, au-delà d'être entrepreneur moi-même, effectivement, je souhaite aussi accompagner les entrepreneurs, donc leur partager aussi mon expérience, mais ça fait partie effectivement des nœuds de problèmes que j'ai pas forcément, pour lesquels j'ai pas vraiment encore trouvé de solution. J'aimerais bien vous entendre peut-être là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas une solution unique pour dire que bon, voilà la solution miracle, le panacée, etc. Il n'y en a pas, ça je vous dis la vérité. Mais par contre, il y a des choses qu'on a mis en place. Là, par exemple, la semaine prochaine, je dois former une entreprise sur notre module sur les valeurs parce que le fondateur de cette entreprise s'est rendu compte que c'était des problèmes qu'il avait. Il a regardé nos modules sur les valeurs et il a dit il faut que tu viennes former tous mes gars sur ces modules sur les valeurs. Donc ça, c'est des débuts de solutions que nous avons mis en place, de former le staff sur les valeurs. Et également, ce que nous faisons, c'est que pour certaines entreprises aujourd'hui, mais de manière un peu sélective quand même, parce que ça demande beaucoup d'énergie et de temps, c'est que le gérant, par exemple, à l'extérieur, on fait qui nous demande de faire des missions de supervision, par exemple. Donc là, par exemple, il y a un gars qui a créé un truc à distance
Donc, on a signé un contrat et puis de temps en temps, on fait des apparitions inopinées par surprise, on fait des vérifications de comptes, etc., sans prévenir. On envoie des clients anonymes et tout, etc. Donc, ça a quand même amené le gérant à revoir son comportement. Je ne veux pas dire qu'on est arrivé à 0%, mais ça a été réduit significativement. Voici un peu justement, je voudrais rebondir là-dessus. Oui. Après, je vais remettre la caméra. Parce qu'effectivement, moi, je suis vraiment de la partie, je suis vraiment de la tech. Donc, effectivement, toute la partie supervision, surveillance par caméra et tout, c'est des choses que je voulais implanter. Mais comment c'est perçu sur le continent? Ou est-ce que c'est des choses est-ce qu'il y a une législation autour de ça? Ou est-ce que, voilà, on peut placer aujourd'hui, c'est appliqué même par les gouvernements. Hein. Moi, récemment, j'ai renvoyé mon... C'est pour vous dire que c'est un problème éternel. Récemment, j'ai renvoyé mon assistante. Qu'est-ce que je fais? Au fait, dans mon entreprise, j'ai placé des caméras partout, au fait. Et c'est des caméras en mode Bluetooth, Wi-Fi à distance. Donc, j'ai ça sur mon téléphone portable. Partout où je me trouve dans le monde, je l'active, je vois ce qui se passe au bureau, au fait. Et donc, des caméras sur IP, donc, dès que je suis parti, elle ne vient plus au boulot. Elle ne venait plus au boulot. Donc, quand je l'appelle, elle fait semblant comme si elle était au boulot. Est-ce que ouais? Elle fait semblant comme si elle était au boulot. Et la deuxième chose qu'elle a faite, c'est que je lui avais remis de l'argent. Et c'est ça qui me désole. Bon, c'est quelqu'un qui, parce que j'avais une assistante depuis 6 ans qui a dû partir pour des raisons de grossesse, de santé, etc. Donc, l'autre qui est venue, elle a fait peut-être 2 mois. Elle n'a pas eu le temps de, j'ai pas eu vraiment, je l'ai prise, on a fait toutes les procédures, mais bon, vous savez ce que c'est, les gens peuvent passer entre les procédures les meilleures. Donc, et on lui avait remis l'argent pour payer le personnel. Est-ce que vous savez qu'elle a bouffé une partie de l'argent? Ouais, c'était du cash. Que, ouais. Donc, mais, et qu'est-ce qu'elle a fait? Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est que généralement, quand je voyage, je laisse le chéquier, c'est un chèque, c'est un compte à 12 signatures. Je laisse le chéquier, mais elle ne savait pas que c'était à 12 signatures. Parce que comme elle a vu ma signature, elle pensait que c'est ce qui fait. J'ai laissé 2 ou 3 chèques au cas où il y a des urgences. Elle dit, appelle-moi et puis je vais te donner les instructions. Mais ne sachant pas tout le système et les procédures qu'on a mis en place, que c'était un compte à 12 signatures et que quand elle m'appelait, j'allais lui dire à ce moment-là, va donner ça à tel membre du conseil d'administration pour co-signer. Elle-même, elle prend, elle écrit dessus un certain nombre de millions, elle met le nom du chauffeur dessus, elle donne ça au chauffeur pour aller prendre ça. Moi, la banque m'appelle, puisque j'ai mis tous les trucs. La banque m'appelle, me dit, mais monsieur Maté, on a un chèque pour nous, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, il n'y a pas la co-signature, et puis deuxièmement, c'est un montant, on sait ce qui se passe. Ouais. Donc, c'est pour vous dire le niveau, c'est-à-dire que même nous, à notre niveau, là, il y a des choses qui viennent nous frapper encore. Mais aujourd'hui, parce qu'on a mis en place des procédures, ça ne passe pas, au fait. Ouais. Donc, elle, par exemple, bon, quand elle est venue après, elle dit non, oui, elle a voulu aller au tribunal du travail, commencer à nous créer des emmerdements parce qu'elle avait un copain qui était bien placé. J'ai dit non, ça ne passe pas avec moi. Et elle dit oui, elle est venue, au moins qu'on lui paie son salaire, etc. Je dis non, depuis que je suis parti, tu n'as jamais venu. On a sorti la caméra, parce que c'est une caméra assez sophistiquée quand même, qui avait un disque dur qui pouvait enregistrer sur 5 ans. Donc on a sorti les trucs, elle n'était pas là. Elle ne venait pas au bureau, on a monté, bon, tel jour, tu as dit, tu n'es pas venu. Tel jour. Après, on n'a même pas fait 2 jours, 3 jours, elle a dit arrêtez. Est-ce que ouais. Donc c'est un peu ça, on est obligé de mettre en place des systèmes comme ça. C'est un peu lourd, c'est fatigant, mais à cause de la mauvaise foi en face, on est obligé de faire ça. En fait. Ok, merci. Une question, monsieur Lawson, Laté, Eli, monsieur monsieur Lawson. Bonjour, doyen. Bonjour. Bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde plutôt. En fait, moi, je n'ai pas de questions, mais plutôt féliciter encore le doyen Maté pour ce qu'il faut et surtout insister sur l'aspect
d'orienter les formations de la FAFED vers aussi des gens qui sont à l'extérieur ou encore dans la diaspora. Tout à l'heure, l'anecdote selon laquelle un monsieur travaille sur 2 ans, il a pu épargner 30 000 euros. En fait, c'est rien du tout, beaucoup de personnes qui vivent en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui le stockent, mais qui ont en fait peur de l'investir. Moi, j'ai peur de tout le monde en fait. Donc, une formation en entrepreneuriat dans notre pays serait aussi un truc très bien pour beaucoup de personnes qui ne savent pas trop par où commencer. Bon, pour la petite histoire, moi, disons que je suis docteur, je suis aussi ingénieur, mais je ne connais pas du tout en entrepreneuriat. Vous voyez, c'est bizarre, mais bon, voilà. Donc, une formation dans cette direction. Hein, pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, voilà, de l'idée à la création, il n'y a pas de problème. Hein. Des idées, on les a, on a surtout peur. Donc, moi, je dirais, actuellement, je suis à la recherche des opportunités de collaboration, de cofinancement et aussi voir quelles sont les formations que je pourrais prendre moi-même pour comprendre un peu plus le marché, non seulement pas de mon pays d'origine, mais en Côte d'Ivoire, Gabon, un peu partout, où il y a des gens sérieux avec qui on peut travailler. D'accord. Okay. Bon, voilà tout. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est Benjamin Couty. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Oui, d'abord, je voudrais dire merci au docteur parce que c'est quelqu'un qui ne cesse de nous nourrir. Je reviens même de la Côte d'Ivoire comme ça. Hier, je suis rentré au Togo parce qu'on était ensemble en Côte d'Ivoire pour une conférence qui nous a vraiment aidés. Donc, pour les gens de la diaspora qui souhaitent investir en Afrique, le premier conseil que je souhaite vous donner en tant qu'entrepreneur, je rappelle que mon entreprise a 53 employés aujourd'hui. Nous sommes dans le e-commerce et nous sommes basés au Togo et au Ghana. Vous ne pouvez pas créer une entreprise et la confier à une tierce personne sans vous rendre sur le terrain. C'est presque impossible en Afrique. Maintenant, ça dépend du type de business que vous avez. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre peut-être d'être dans l'import-export, par exemple en Afrique, sans être présent sur le terrain. C'est-à-dire que vous envoyez les produits sur le terrain et après on vous dit non, il y a eu telle personne qui a été malade, il y a eu telle chose. Si vous voulez être entrepreneur, vous devez mettre la différence entre investisseur, être un investisseur, être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui voit les réalités, qui vit les réalités et qui amène des solutions lui-même. Mais en Afrique, comme le docteur le dit, nous n'avons pas vraiment de valeur, en fait. Nous n'avons pas de valeur. C'est-à-dire qu'un ami, un milliardaire togolais m'a dit un jour, il était en Chine, il a confié 400 millions de francs CFA à un Chinois avant son départ. C'est-à-dire qu'il est revenu 1 an après, le Chinois a ouvert son coffre, il lui a sorti ses 400 millions intacts sans le toucher. Et puis, imaginez que vous confiez 400 millions à un de vos frères ici au Togo, au Sénégal, au Mali, etc. Et vous revenez 1 an après, vous pensez retrouver les 400 millions? Non, ça c'est presque impossible. Donc, nous avons un problème de valeur et c'est ce que la FAFED essaie d'inculquer aujourd'hui à la jeunesse africaine. Nous avons un problème de valeur. Donc, ça dépend premièrement du type d'entreprise que vous avez créé. Et deuxième chose, nous devons essayer de mettre nos entreprises sur un système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a tout mon personnel démissionne, mon entreprise ne commence pas à fonctionner demain matin. Parce que j'ai construit l'entreprise sur un système et non sur des hommes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis des fois dans des conférences à l'extérieur, mais je suis tout de près. Donc, c'est l'apport que j'ai à faire à mon frère, M. Lawson, qui a eu à intervenir donc, depuis la France. Merci. Merci, M. Couty. Il y a un modérateur. Merci à M. Couty, qui est le directeur pays de la FAFED. Comme je le dis, on est dans une quinzaine de pays. D'accord. C'est lui qui dirige la FAFED Togo. Et puis, il y a M. Lawson, on se connaît un peu. Je pense on a un peu discuté, etc. Je voudrais lui dire que je ne l'ai pas oublié. Il sait de quoi je parle. Donc, on aura l'occasion de se prendre en offre. Merci. OK. Très bien. Ben, les amis, je pense que le temps est bien avancé. En tout cas, on a été
très encouragé. Monsieur Maté, vraiment félicitations pour cette expérience que vous nous avez partagée, riche, à laquelle nous souscrivons. Nous ne pouvons que souscrire. Et vraiment, voilà, on se contactera après coup pour voir comment tisser un partenariat et en effet pouvoir voir comment on peut aider justement sur ces modules depuis Paris, où nous sommes bien implantés. Et aussi, on a des relais dans d'autres pays, on pourra voir comment démultiplier tout cela. Et vraiment, c'était un plaisir de vous entendre ce soir avec, au milieu de notre écosystème qui nous permettra de relayer cette information. La semaine prochaine, nous allons parler de rapide transfert. Nous aurons quelqu'un d'EcoBank. Donc, soyez là. Et comme il est de tradition, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Monsieur Maté, on vous laisse conclure. Écoutez, c'est vraiment un plaisir en tant que numéro 85, en tant que numéro 85 d'avoir participé. Je pense que les échanges ont été très riches. Et c'est comme ça qu'on va construire l'Afrique avec des initiatives aussi modestes que les vôtres pour commencer à se connecter. Et c'est de là que les opportunités aussi sensibles, aussi modestes soient-elles, vont être créées. Donc, pour nous, il faut que ça continue. Donc, je suis ouvert au travers du modérateur. Il peut partager mes contacts avec les uns et les autres pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Nous, on est à votre disposition. Je serai à Paris à partir de la fin semaine prochaine. Je serai à Paris environ pour 10 jours. Et je communiquerai dès que j'arrive mes coordonnées. Si on peut se voir avec certains, ce sera avec plaisir. Mais tout en sachant que la communication n'a pas besoin que je sois physiquement à Paris. Je suis à Paris chaque 3 mois ou ceci, mais on peut faire beaucoup de choses déjà avec Facebook, avec WhatsApp. Donc, et puis avec African Valley, vraiment toutes mes félicitations. Et comme je l'ai dit, quand on crée quelque chose, ça a toujours un impact. Si African Valley n'avait pas été créé, aujourd'hui, on n'aurait pas eu tous ces contacts, toutes ces choses. Donc, je suis à votre disposition pour discuter, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec African Valley, avec l'African Game Changer, pour voir toutes les choses qu'on peut réaliser ensemble. Avec plaisir. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, du coup, c'est qu'on va essayer de réserver dans un restaurant. Comme ça, au moins, ça permettra à certains de venir. Et puis, on va partager ça autour d'une petite bouffe. Ok, d'accord. Bonne idée. Excellente idée. Donc, dès que j'ai vos dates, on fait un petit WhatsApp où justement, on fera un petit rendez-vous pour ceux qui veulent venir et tous ceux qui sont parmi nous sur Paris. Malheureusement, ceux qui sont à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Ok, avec plaisir. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci les amis. Bonne soirée à chacun. Et la semaine prochaine, donc, on va parler EcoBank, rapide transfert, les fonds vers le continent africain. Un substitut à Western Union quand même. Hein, donc, EcoBank. Voilà. Ok. Ciao. Merci. Et bonsoir à tous.